En Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire que Dieu est ivoirien, Dieu dort en Côte d'Ivoire. Et quand on voit ce que l'équipe de Côte d'Ivoire fait sur le terrain pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, on pourrait avoir tendance à croire que c'est vrai. L'équipe de Côte d'Ivoire, je pense, est l'équipe la plus miraculeuse de tout le football. Jamais une équipe n'a aligné autant de performances miraculeuses dans une seule compétition. Il faut vous en souvenir, cette équipe était complètement éliminée au terme des 3 journées de la phase de poule. C'est une équipe qui a été humiliée, ridiculisée par la Guinée équatoriale, devant son public, devant ses frères, ses sœurs, leurs épouses, leurs amis. Ils ont pris une déculottée comme rarement le football ivoirien avait connu. Et à ce moment-là, bien évidemment, quand tout le monde pensait qu'ils étaient éliminés, finalement, le Maroc leur a donné la possibilité d'être ressuscités. Et depuis, c'est la Côte d'Ivoire ressuscitée qui vit dans le miracle. Elle élimine le Sénégal, champion en titre, ultra favori à sa succession. Elle élimine après une égalisation à la 86e minute. Hier, elle tombe face à l'équipe qui produisait peut-être le plus beau football de cette CAN, l'un des plus beaux en tout cas, parce qu'il faut le dire. L'équipe du Mali, hier, pendant 70 minutes, a fait une masterclass. C'était l'un des plus beaux footballs de cette CAN. À 10 contre 11, mené 1-0 à la 89e minute, quand les gens commencent à sortir du stade, l'équipe de Côte d'Ivoire égalise à la 90e minute. Et alors que tout le monde commence à se préparer pour les tirs au but, l'équipe de Côte d'Ivoire gagne à la 120e minute à 10 contre 11. Dieu est-il ivoirien? Du moins vit-il en Côte d'Ivoire? C'est incroyable, c'est incroyable. Et je pense qu'il faut féliciter cette équipe pour ce qu'elle accomplit, pour la plus belle CAN, clairement, de l'histoire du football. C'est clairement ce qu'on est en train de vivre là, c'est la plus belle CAN, à tous les niveaux, je pense. La Côte d'Ivoire est en train de tenir son pari, d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations exceptionnelle. Maintenant que l'équipe, en plus, est arrivée dans le dernier carré, objectif atteint. Je veux dire, à partir de ce stade-ci, peu importe ce qui se passe, la Côte d'Ivoire a réussi sa CAN, bien évidemment. On veut gagner à la fin, même si je pense que ça va être très, très difficile, notamment avec le Nigeria, qui semble être en mode victoire. Le Nigeria, tel que c'est parti, je vois mal une équipe. En plus, ils ont battu la Côte d'Ivoire en poule. Je vois mal une équipe battre le Nigeria, qu'on est en train de voir là maintenant, qui a pris davantage confiance, qui s'est huilé, qui s'est rodé. Et puis la RDC aussi, qui est l'autre équipe qui joue un très beau football, qui a pris beaucoup confiance en elle. Je pense que le match RDC, le match RDC Côte d'Ivoire, je pense que de ce qu'on a vu jusqu'à présent, la RDC a montré le meilleur football que la Côte d'Ivoire. Mais, la Côte d'Ivoire a une âme, la Côte d'Ivoire a quelque chose qui fait que tout le monde aujourd'hui doit craindre l'équipe de Côte d'Ivoire. Que tu t'appelles RDC ou même que tu t'appelles Nigeria, tu vas craindre l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça nous amène vers... parce que je pense que le Nigeria contre l'Afrique du Sud, il n'y aura pas beaucoup de suspense. L'Afrique du Sud est fatiguée. Ils ont pris 30 minutes en plus. C'est une très belle équipe. Moi, j'aime beaucoup cette équipe-là. En plus, avec un sélectionneur pragmatique. Hugo Broos, celui qui avait fait que le Cameroun gagne en 2017. Je savais que l'Afrique du Sud allait être une des surprises de cette CAN parce que ce coach-là connaît la CAN et il sait faire jouer ses équipes. Donc l'Afrique du Sud, je pense qu'elle est arrivée jusque là où elle pouvait arriver. Je pense que la marche du Nigeria sera trop haute. Après, le football, c'est le football. Hein. Le ballon est rond. Et on l'a encore vu avec la Côte d'Ivoire. C'est plutôt le match RDC Côte d'Ivoire qui pour moi est indécis. C'est une équipe qui a fait vibrer tout le pays, qui a fait vibrer Abidjan, qui allait à Yamoussoukro. Elle a fait vibrer Yamoussoukro en éliminant le Sénégal. Elle est allée à Bouaké. Elle a fait vibrer Bouaké. Elle a uni le pays. Maintenant, il n'y a plus de je suis du PDCI, je suis du RD, je ne sais pas trop quoi. Non, je suis ivoirien, simplement. Et ça, c'est la beauté du sport, c'est la beauté du football. Mais au-delà de cette victoire, au-delà de tout ce qu'on peut dire d'élogieux sur cette équipe, moi, je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire nous a aussi communiqué un message hier. Et c'est peut-être même le message plus important que tout le reste. Vous savez, dans la vie, nous abandonnons beaucoup trop vite. Nous abandonnons beaucoup trop vite. Les gens ne se battent pas jusqu'au sang. Les gens ne se battent pas jusqu'à un stade où ils ont complètement tout donné et il n'y avait plus rien à donner de possible. En général, ce n'est pas comme ça que les gens se battent. Et ce que moi, je vois avec cette équipe, ça me rappelle un épisode de ma vie qui, quand je le vivais, était un épisode très triste, mais qui s'est avéré être un épisode
très important par la suite. J'étais cadre dans un cabinet de conseil et j'ai eu une proposition pour passer directeur dans une société voisine, concurrente. Pour faire simple, hein, j'ai passé les entretiens. Je venais pour un poste de cadre senior, mais le directeur du département, après m'avoir interrogé, m'a dit, mais en fait, tu as le profil pour être un manager chez nous et pas simplement être un consultant senior. J'ai dit, ah, pourquoi pas? J'en ai parlé autour de moi et on m'a dit, ouais, non, franchement, c'est très bien. En plus, quand tu devenais manager là-bas, tu avais un véhicule de fonction, tu avais du carburant, tu avais plein d'avantages, quoi. Tu avais un salaire fixe et un variable. Bref, que du positif. Mais pour accepter ce poste-là, je devais démissionner de mon poste actuel. Je suis allé voir mon employeur pour lui demander une rupture conventionnelle. Il a refusé. Donc j'ai été obligé de poser ma démission et de partir. Ça tombait bien parce que j'étais dans une mission qui se terminait en décembre. Et la nouvelle mission pouvait m'attendre jusqu'en début janvier. Donc j'ai vu avec mon employeur pour lui dire, bon, écoute, moi je vais démissionner donc pour terminer la mission qui se termine en décembre. À la fin de cette mission, j'ai été prolongé. Et donc quand je suis venu annoncer ma démission, quand je suis venu déposer ma démission, mon employeur était très mécontent parce que il avait beaucoup bataillé pour que j'obtienne cette mission-là, ainsi de suite. Mais bon, moi, j'avais le poste de mes rêves, donc j'ai démissionné. J'arrive dans la nouvelle entreprise, j'ai ma voiture. C'était une Romeo Giulietta à l'époque. Hein. Les Giulietta venaient de sortir, très belle voiture, à l'époque, je précise. Intérieur, cuir, ainsi de suite. Et quand j'arrivais au quartier, mais attends, quand même, tu es grand directeur maintenant, tu as une voiture, Ah, vanité de vanité. Incroyable. Je m'intègre donc dans cette nouvelle boîte. Moi, je n'avais pas encore eu une boîte dans laquelle j'étais manager ou quoi que ce soit, donc je ne connaissais pas trop les règles. Et le directeur qui m'avait recruté, finalement, quitte la boîte. Il quitte la boîte juste quand je suis en train d'arriver. Mais c'est trop tard, je ne peux plus changer d'avis, j'avais déjà démissionné de l'autre côté. Mais la société me rassure, non, 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 t'inquiète pas, on a toujours besoin de toi. Le nouveau directeur va pouvoir s'entendre avec toi pour mener à bien les objectifs. Tu parles. Le nouveau directeur arrive et quelques jours après, même pas quelques jours, quelques semaines après, il commence à me demander, mais finalement, lui, il vient avec une autre stratégie différente du précédent directeur et il ne compte pas développer les axes pour lesquels le précédent directeur m'avait pris. Le problème, c'est que je suis en période d'essai. Voilà comment, à peine un mois après, je me retrouve donc dehors. La boîte m'appelle un jour et me disent, bon, écoutez, on arrête votre mission avec effet immédiat. Demain, ne venez pas. On me reprend mon téléphone de service, mon iPhone à l'époque. On me reprend mon ordi. On me demande de laisser la voiture, de déposer les clés, comme un va-nu-pied. Comme un va-nu-pied. Je rentre chez moi et là, je suis comme l'équipe de Côte d'Ivoire assommée. Mais complètement assommé parce que tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai démissionné, je n'ai même pas droit au chômage, je suis étranger, mes papiers vont expirer dans bientôt, je n'ai plus d'argent, j'ai touché à peine un mois de salaire, je n'ai pas eu le temps d'avoir des primes et je reviens à une situation moins agréable que celle d'avant. Voilà ce que je me dis. Et là, autour de moi, bien évidemment, je ne sais même pas comment annoncer que j'ai été foutu à la porte de ma boîte là où j'étais supposé être un grand directeur. Et là, ça va être un grand moment difficile pour moi, mais je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas me laisser abattre, je vais me dire, ok, c'est dur ce qui m'arrive, mais je vais trouver du boulot. Et je vais donc réactiver tous les contacts de toutes les boîtes qui essaient de me recruter quelque temps avant. Et l'une d'entre elles va m'appeler en entretien. Je vais aller faire l'entretien, mais il n'y avait pas de mission intéressante. Bref, je vous passe les détails. La fin du mois arrive. Bon, moi, je suis économe, donc je n'ai pas trop de problèmes avec les sous, puisque de toutes les façons, j'ai une épargne et je vis petitement. Mais il y a quand même la pression du titre de séjour qui va bientôt expirer. Il y a la pression du fait que je ne touche quand même pas le chômage. Et je commence à me dire, mais peut-être que j'ai pris un mauvais choix, peut-être que... En y réfléchissant, je me rends compte qu'en fait, non. Si cette boîte-là
m'avait pris pour un poste de directeur, c'est qu'elle a vu en moi bien plus qu'un simple cadre en fait. Et je vais arrêter de me positionner comme un simple cadre. Je vais complètement modifier mon CV pour me positionner maintenant comme quelqu'un qui aspire à des postes de direction. Parce qu'en fait, c'est ce que cette expérience-là m'a montré de voir. C'est que je ne me voyais pas tel que j'étais réellement ou tel que je pouvais être perçu sur le marché. Et à partir de là, donc, je vais refresh mon CV, repostuler. Et les missions que je vais avoir par la suite ne vont plus rien avoir. Les revenus que je vais gagner vont être beaucoup plus importants, ainsi de suite. Et de cette période-là, j'ai tiré cet enseignement-là. C'est que quand tout semble noir, sombre dans votre vie, en réalité, si vous prenez le temps de vous poser, vous allez vous rendre compte que la situation qui vous a mise là-dedans vous a appris quelque chose qui peut vous permettre de vous relever et d'aller beaucoup plus loin plus tard. Et c'est ce que l'équipe de Côte d'Ivoire a fait. C'est que quand elle est sortie de la phase de poule, tout le monde s'est dit avec le Sénégal, bon, c'est fini, quoi. Elle va juste être humiliée, elle va prendre 8-0. S'ils parviennent à perdre 1-0, ce sera bien. Et le scénario du match va se prêter à ça. Ils vont encaisser un but. À la fin, ils vont égaliser quand tout le monde pensait que le match était terminé. Et ils vont gagner au tir au but. On va se dire, bon, ok, c'était la chance. Et face au Mali, ils vont subir, ils vont avoir un penalty très tôt. Le Mali méritait même peut-être un deuxième penalty qui n'a pas été donné, mais bon, ça sont les faits de jeu. Ils vont être à 10 contre 11, carton rouge mérité, et ils vont tenir. À 10 contre 11, ils vont tenir tout le match. Enfin, tout le match. Ils vont subir les assauts, le football, champagne du Mali. Ils vont tout subir. Et à la fin de la journée, alors que tout le monde se dit, bon, c'est fini, ils vont aller trouver des ressources inépuisables. Le coaching va être gagnant. Ils vont aller chercher des ressources inépuisables, enfin, impensables. Et ils vont se retrouver à marquer, à égaliser et même à gagner. Et ça, c'est une vraie leçon. Pour vous dire que vous qui regardez cette vidéo en ce moment, je ne sais pas par quoi vous passez, mais chacun d'entre nous passe toujours par des moments difficiles. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des moments où on est dans des creux, il faut se relever. Et si vous êtes dans un creux en ce moment, sachez que de ce creux-là, ça ne va pas durer éternellement, ça va durer un temps. Tout comme moi, ma période où j'ai perdu mon travail a duré un temps. Mais si vous savez capitaliser sur ce par quoi vous êtes passé, vous allez aller plus loin. Vous allez aller plus loin. Et c'est ce que je vous souhaite. Sachez faire comme l'équipe de Côte d'Ivoire. Sachez capitaliser de là où vous êtes tombé. Beaucoup de gens, quand ils tombent, on regarde, on dit qu'ils sont tombés. Non, regardez là où vous avez trébuché. Regardez là où vous avez failli. Regardez ce qui vous a fait tomber. Et si vous enlevez cette pierre qui vous a fait tomber, vous pouvez courir et aller plus vite. Moi, c'est en tout cas que je vais prendre cette équipe qui me rappelle que dans la vie, tout est possible. Tout est possible.